Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui je teste ma propre voiture, la Toyota MR-S de 2005. Step on the edge. You said you'd stay here, told me not to break. And by the way, you said we'd run away. Fade all the noise out, see if the time's out. Fade all the noise out. Donc après plus de 6 mois, je vous fais enfin le test de ma dernière acquisition automobile, cette Toyota MR-S ou MR2 ou tout simplement MR. C'est un véhicule qui a eu plusieurs dénominations en fonction des pays. Comprenez bien que MR2 en France, ça fait un peu merde. Donc le modèle français était juste siglé MR et non pas MR2. Et au Japon, cette voiture est appelée MR-S pour MR Spider, la version cabriolet. Parce que donc, cette Toyota MR-S, on va dire, de 2005, c'est la seule génération de Toyota MR qui était en version découvrable. Les premières versions sont sorties dans les années 80 et c'était soit une version avec un toit fixe, soit avec un T-top, c'est-à-dire un toit qui était démontable en deux parties solides à remettre dans le coffre. La deuxième génération, c'était un peu la même chose. Vous aviez une version T-top et une version coupée, tout simplement, avec un toit rigide. Et seulement à partir de 99, quand ils ont sorti cette troisième génération, eh bien, c'était cabriolet. Cette troisième génération était clairement, à l'époque de sa mise en vente, une concurrente de la Mazda MX-5. Elles étaient avec des performances à peu près équivalentes, des moteurs 4 cylindres d'une cylindrée équivalente également, et à un tarif très proche. Ce qui a fait que la MX-5 a continué d'avoir un assez bon succès commercial par rapport à l'échec, on va le dire, de cette MR-S, c'est tout simplement que déjà il y avait la notoriété que Mazda avait acquis sur plusieurs dizaines d'années avec la MX-5 première génération, et aussi que au niveau pratique, cette MR-S, c'est vraiment une voiture exclusive, on dira. C'est un moteur central arrière. C'est la plus grosse différence avec une MX-5 qui a son moteur à l'avant. Toutes les MR ont d'ailleurs le moteur central arrière. C'est d'ailleurs son nom. MR, ça veut dire Midship Runabout. En gros, ça indique que c'est un moteur central arrière. Et quand on regarde donc à l'arrière, les deux premières versions de MR avaient un petit coffre derrière le moteur. Celle-ci n'a absolument rien. À l'arrière, vous avez juste le compartiment moteur. À l'avant, bien sûr, vous avez un compartiment à bagages, mais lorsqu'on garde la voiture complètement d'origine, ce compartiment est complètement occupé par la roue de secours, ce qui fait qu'on n'a pratiquement aucun espace de rangement. Moi, vous l'avez peut-être vu dans une de mes précédentes vidéos, j'ai décidé d'augmenter un peu l'espace disponible en enlevant la roue de secours. De toute façon, c'est pas une vraie roue de secours, c'est juste une galette. Donc j'ai préféré l'enlever pour gagner un peu d'espace de rangement. Et j'ai remplacé la roue de secours par une bombe anti-crevaison. Si vous connaissez par exemple le coffre à l'avant sur une Porsche 911, eh bien sachez que sur cette MR Spider, c'est encore beaucoup plus petit que sur une 911. Donc c'est vraiment ridicule. Bon, heureusement, vous avez à l'intérieur pas mal de petits rangements qui ont été plutôt bien pensés. Déjà, vous avez des vides-poches dans les portes. Vous pouvez, dans chacune des portes, mettre un portefeuille, quelques clés. C'est relativement logeable. Sur la console centrale, vous avez aussi un rangement en plein milieu qui s'ouvre vers le haut. Où vous avez la possibilité, là vous l'avez vu, vous pouvez le voir, j'ai mis dedans une casquette et mes lunettes de soleil. Et ça passe sans problème, je pourrais encore mettre peut-être un ou deux petits documents. La boîte à gants est d'une taille tout à fait standard
Et vous avez derrière les sièges 2 petits compartiments où vous pouvez mettre des sacs qui peuvent être assez longs, mais par contre vous êtes très vite limité en hauteur, donc c'est pas un espace non plus gigantesque. Mais franchement, vous avez quasiment autant d'espace derrière les sièges que dans le coffre. Vu que c'est un cabriolet, pour ne pas vous faire voler lorsque vous décidez de la garer sans remonter la capote, vous avez plein de serrures. Vous avez tout d'abord une serrure au niveau du plancher qui permet en fait de verrouiller l'ouverture du moteur ainsi que de la trappe à carburant. Comme ça, vous êtes sûr que personne va venir vous siphonner le réservoir. Ensuite, à l'arrière, les 2 compartiments sont verrouillables à clé indépendamment l'un de l'autre, ce qui est quand même un peu stupide vu que vous pouvez très bien en fermer un et laisser l'autre ouvert. Mais vu que les 2 ne sont pas séparés l'un de l'autre, si vous ne verrouillez pas les 2, c'est comme si vous n'avez verrouillé aucun, ça ne sert à rien. Ils auraient dû mettre un système de verrouillage centralisé sur les 2. Et bien sûr, dernier verrouillage, vous avez la boîte à gants qui elle aussi ferme à clé. Donc pour les rangements, c'est vraiment le point faible de cette voiture et je comprends parfaitement qu'à l'époque, quelqu'un qui avait les moyens de se payer un petit cabriolet et qui hésitait entre cette Toyota MR et une Mazda MX-5 qui coûtait à l'époque toutes les deux entre 20 et 25 000 euros, eh bien la plupart des gens ont préféré prendre la MX-5, déjà peut-être parce qu'avec son moteur à l'avant, elle avait peut-être un côté un peu plus rassurant que celle-ci qui a un moteur à l'arrière. Certains, quand ils me voient arriver avec cette voiture qui a le moteur derrière, me disent tout de suite « ça doit être super compliqué à contrôler sur sol glissant ». En fait non, pas vraiment, c'est la même chose, mais c'est intimidant. Les gens ont des a priori sur ce type de moteur, sur ce type d'emplacement moteur. Donc le modèle que j'ai actuellement, je l'ai acheté il y a de ça un peu plus de 6 mois. C'est un modèle en provenance d'Angleterre, ce qui explique pourquoi le volant est à l'inverse d'un modèle français. Pourquoi j'ai choisi de prendre un modèle anglais? Tout simplement car c'est une voiture qui, dans sa configuration anglaise vendue en France d'occasion, vaut environ 2 fois moins cher que le même modèle avec le volant dans l'autre sens. Moi, c'est un véhicule que j'ai acheté 3 500 € et j'avais quelques bricoles à refaire dessus. Un modèle équivalent français serait plutôt aux alentours de 7-8 000. Cette voiture est exactement une Toyota MR Spider phase 2. Pourquoi phase 2? Tout simplement parce que en 2004, je crois, ou 2003, il y a eu un restylage où ils ont changé les phares avant qui sont passés de fond noir à un fond chromé, et ils ont changé aussi les lentilles afin que ça éclaire mieux, parce qu'il paraît vraiment que la première version éclaire très mal. Là, celle-ci éclaire relativement normalement, mais c'est pas un éclairage aussi puissant que ce qu'on aurait sur des véhicules modernes avec du laser ou du xénon, bien sûr. Là, c'est de l'halogène classique. Ils ont aussi changé le design des feux à l'arrière. Vous aviez le pare-choc avant et arrière aussi qui étaient différents. C'était des changements assez subtils. Et les prises d'air sur le côté également avaient un design un peu différent. Sinon, globalement, les voitures étaient similaires. Il y avait eu aussi pas mal d'améliorations mécaniques sur cette phase 2. Donc on reste sur le même moteur, c'est-à-dire le moteur 1ZZ 1,8 litre 140 chevaux. Mais la première phase de cette voiture a été assez décriée parce que son moteur vieillissait assez mal. Il y avait parfois des problèmes de pré-catalyseur qui venaient à se détériorer et à remonter dans le moteur, ce qui au final flinguait complètement le moteur. Vous aviez aussi des problèmes d'ovalisation des cylindres au bout d'un certain temps, ce qui créait des consommations d'huile complètement délirantes. Logiquement, tous ces problèmes ont été corrigés sur la phase 2. Là, moi, c'est une voiture qui a maintenant 170 000 km. Elle ne consomme pratiquement pas d'huile et elle fonctionne parfaitement bien. Il n'y a pas de bruit bizarre. Donc, cette phase 2, si vous cherchez cette voiture, c'est le bon plan. Une particularité de la phase 2 dont j'ai oublié de vous parler, c'est qu'elle est équipée d'une boîte 6 vitesses, alors que la phase 1 était uniquement avec 5 vitesses. La boîte est hyper précise. Vraiment, elle est impeccable.
Cette voiture en phase 2 a des jantes de 15 pouces à l'avant et 16 pouces à l'arrière. Alors que sur la version de base, la version phase 1, vous avez des roues en 15 pouces avant et arrière. Me voilà sur la route désaffectée que j'utilise habituellement pour faire le 0 à 100. On va essayer de faire la même chose. Donc c'est parti pour le 0 à 100. Donc je rappelle que c'est un moteur de 140 chevaux 1,8 litre en position centrale arrière et que la voiture fait 975 kg. Allez, c'est parti! Et je suis à 100 km/h. Donc on arrive à 100 km/h en fond de deuxième, pas loin du rupteur, à peu près 7000 tours. Donc je sais pas si vous avez bien fait attention à la sonorité, hein, mais quand elle monte dans les tours, ça fait vraiment un bruit qui est pas agréable et qui dissuade en fait de monter très haut dans les tours. Ce qui peut paraître bizarre pour un véhicule quand même assez sport à la base. Allez, j'accélère. Et vous voyez, hein, j'ai pas besoin de dépasser 4000 tours. Ça marche très bien et c'est fun. Une grande courbe, je pile un bon coup, je remets un coup de 2, enfin un coup de 3. Et ça passe, wouhou! Je reste à bas régime mais je m'amuse. Je remets un bon coup de frein. Et c'est reparti. On sent l'arrière qui essaie de se barrer un peu, mais ça tient. Je remets un bon coup de frein. La 3. Et c'est reparti. Et même si les suspensions sont trop molles, ça permet quand même de s'amuser. C'est ça le vrai point fort de cette bagnole. Et sur tout ce qui est dodane, vous pouvez prendre les dodanes à 30-40. La voiture ne touchera jamais. Bien qu'elle soit très basse au niveau de l'assise, tout ce qui est pare-choc, ça touche jamais. Alors vous connaissez ma passion pour tout ce qui est bagnole et surtout voiture japonaise. Cette voiture, si je l'ai pris, c'est également parce qu'elle est dans le manga Initial D et que j'ai toujours rêvé en fait de tester la conduite d'un véhicule à moteur central arrière. C'est une première pour moi et je suis pas déçu du tout, hein. Je trouve même que ça a un meilleur comportement qu'une MX-5. Soyons honnêtes, ça n'a pas un comportement radicalement différent. C'est juste très légèrement différent, mais cette petite différence, bah moi j'adore. Ça donne vraiment un côté hyper joueur et nerveux à la voiture. Certains lui reprocheront d'ailleurs d'être un peu moins précise qu'une MX-5. C'est peut-être le cas. Mais moi, je pense que je ne pousse pas mes véhicules assez fort pour mettre le châssis en défaut comme certains prétendent le faire. Là, vous voyez, je suis dans une petite rue étroite. Avec une voiture de ce gabarit, c'est hyper facile. On a une vision en plus parfaite sur la route. Franchement, il n'y a aucune difficulté à contrôler ce genre de voiture. J'arrive sur un dodane, là je suis à 30. Vous allez voir que ça passe sans aucun problème, je suis même pas secoué dans la voiture. Par contre, un truc qui est complètement débile, lorsque vous ouvrez le capot à l'avant pour vérifier vos niveaux, parce que bien que le moteur soit à l'arrière, vous avez pas mal de niveaux à vérifier à l'avant. Par exemple, le niveau de lave-glace, le niveau de liquide de frein, ainsi que le niveau de liquide de direction assistée. Tout ça, c'est à l'avant. Donc pour le lave-glace et pour le liquide de frein, ils ont fait une découpe dans le plastique pour qu'on ait facilement accès à cette information. Mais le truc complètement débile, c'est que quand vous ouvrez le capot, vous avez un sticker qui vous dit « Faites attention, pensez à vérifier votre niveau de liquide de direction assistée de temps en temps ». Sauf que on ne peut vérifier ce niveau qu'en démontant l'intégralité du plastique. Et vous avez au moins une quinzaine de rivets qui le tient. C'est hyper chiant. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait une simple découpe pour qu'on puisse avoir cette info en même temps que les autres. Là, chez Toyota, ils ont vraiment merdé. Le système de capote est hyper efficace. On peut capoter et décapoter très rapidement. C'est manuel, mais franchement, ça se fait en une quinzaine de secondes. Vous pouvez voir que la capote, très souvent, elle ne se remet pas parfaitement bien
dans l'emplacement qui lui est réservé. Ça fait des espèces de petits plis sur les côtés. C'est en fait, je vais pas dire une erreur de conception, mais un problème assez fréquent sur cette voiture. Normalement, il y a une espèce de lanière qui relie les deux côtés de la capote afin justement de rabattre ces deux parties et d'avoir un look parfaitement propre. Sauf que je ne pense pas que ce soit une capote d'origine que j'ai actuellement, et cette lanière ne fonctionne tout simplement pas sur la capote que j'ai actuellement. Donc j'ai préféré complètement retirer cette lanière afin de ne pas détériorer le mécanisme, parce qu'avec la lanière sur la capote que j'ai actuellement, ça faisait un pli bizarre, et donc la capote avait du mal à reprendre sa forme d'origine une fois que je la dépliais. Même quand vous roulez à assez haute vitesse, vous n'êtes pas vraiment gêné par les remous à l'intérieur. À l'arrière, vous avez une espèce de plaque en verre transparente qui fait office de filet anti-remous. J'ai jamais été très convaincu par son efficacité, mais ça peut être utile quand vous avez le soleil derrière, par exemple. Ça fait un peu système de pare-soleil. La voiture que j'ai actuellement, vous la voyez donc en finition grise, elle était disponible en plusieurs couleurs. Le gris n'est clairement pas pour moi la couleur qui lui va le mieux, bien que je sais que beaucoup affectionnent cette couleur. Moi, j'aurais adoré l'avoir en bleu. Et sinon, si vous voulez vomir, elle était aussi en vente dans un espèce de vert absolument immonde. Franchement, je comprends pas qui a bien pu acheter cette couleur. Parlons un petit peu de l'habitacle. Comparé à une MX-5 de la même époque, j'ai l'impression que la finition est quand même un léger cran au-dessus. C'est pas délirant, mais c'est quand même un peu mieux. Tous les plastiques sont assez durs, mais pour la plupart, ils sont texturés. Ils ont une finition qui est quand même assez agréable à regarder et même au toucher, mais par contre, ils vieillissent très très bien dans le temps. Les seuls plastiques qui sont complètement lisses et qui font un peu plus cheap que les autres, en fait, c'est le plastique de la casquette pour le compteur. En plus, je sais pas pourquoi, ils ont fait un système tout en profondeur. Quand on regarde en fait de côté, on a l'impression que c'est un rack pour mettre des bouteilles. C'est vraiment bizarre. Quand on est en face, on s'aperçoit pas vraiment de la bizarrerie de ce design, mais quand on le regarde par le côté, ça choque. Et aussi la console centrale qui est exactement dans le même plastique. Dans la finition que j'ai actuellement, vous voyez que les sièges sont en tissu rouge. Ça existait aussi en cuir, c'était une option, mais rien que pour le look, je préfère clairement cette finition tissu rouge. Et vous avez le rappel du tissu sur les portes. C'est de bonne qualité, ça vieillit très bien, il suffit de nettoyer un petit peu. Allez, j'accélère un petit peu. Et vous voyez, j'ai beau monter dans les tours, le moteur fait pas un meilleur bruit. C'est assez dommage. Et je pile. Un des vrais bons points de cette bagnole, c'est le freinage. Là, actuellement, tout est d'origine au niveau mécanique, le freinage également. Et franchement, ça freine super bien. La voiture est légère, donc il n'y a pas besoin d'un système hyper performant pour l'arrêter. Le freinage est précis, il est dosable, et quand vous avez besoin de taper dedans, ça vous cloue sur place. Ce qui est vraiment fun avec cette bagnole, c'est que les sensations sont vraiment bonnes et on a l'impression de communiquer en fait avec la mécanique. On sent quand les roues sont à deux doigts de patiner, quand on est à deux doigts de perdre l'adhérence, et on sent aussi très bien le véhicule réagir. Vu qu'il y a du roulis justement, ça nous ballotte un peu, on sent bien comment réagit le véhicule. Là vous voyez, ça tangue un peu, je dépasse ces véhicules, mais les sensations sont vraiment bonnes. À aucun moment j'ai peur de perdre l'adhérence. Au niveau de l'intérieur, il y a quand même 2-3 trucs qui sont un peu aberrants. Vous avez sur le côté gauche un petit voyant donc pour régler la luminosité du rétroéclairage. Bon, ça, il n'y a rien de très très bizarre, mais c'est un peu inutile. Et vous avez en dessous un bouton qui permet de verrouiller l'utilisation des vitres. Donc faut croire qu'ils se sont dit que vous pourriez, dans cette voiture 2 places, avoir un passager qui fait n'importe quoi avec sa vitre et que vous vouliez absolument lui interdire l'utilisation de cette vitre. Je pense en fait que c'est un bouton qu'ils ont repris d'une autre voiture de la gamme et qu'ils ne sont pas embêtés, ils l'ont remis comme ça. Et on a à peu près le même délire avec un bouton qui permet le verrouillage de la centralisation depuis l'intérieur, alors que vous avez déjà des boutons sur les portes qui permettent de le faire.
Pourquoi avoir mis 2 fois un système qui sert exactement à la même chose? Je ne sais pas. Sinon, toute la console centrale est très classique, hein. Vous avez les aérations, tout ce qui est ventilation. Une petite horloge qui est très difficile à lire si jamais vous avez le soleil dans le dos. L'emplacement pour l'autoradio. Et en dessous, vous avez un porte-gobelet, même un double porte-gobelet rétractable depuis la console centrale. Et franchement, il est dans un plastique tellement cheap que jamais j'oserais mettre quelque chose dedans. Allez, on accélère un peu. Cette voiture, c'est clairement pour se faire plaisir dans les descentes. Et c'est parti! On freine bien avant les virages, c'est hyper maniable. C'est là qu'on s'amuse avec cette bagnole. Vous êtes dans une descente avec plein de petits virages, c'est le top. Les freins sont impeccables. Les réaccélérations sont pas délirantes, mais ça suffit pour se faire plaisir en restant à peu près aux vitesses légales. Et vu que le moteur est quand même relativement coupleux et utilisable à bas régime, on est quand même en train de se faire plaisir sur des rapports relativement hauts. Là par exemple j'étais en 4 ou en 5, ce qui fait que ma consommation n'est jamais délirante. En roulant cool, vous pouvez tomber à 6,5 litres et en roulant vraiment très fort, vous montez à 9-10 litres. Mais c'est vraiment que vous roulez comme un fou. Allez, on va se faire une petite côte, voir comment ça donne. On a vu tout à l'heure le comportement de cette voiture en descente. Maintenant, on va voir si elle est amusante aussi en montée. Donc là, je suis en deuxième dans cette épingle. Ça glissouille un tout petit peu quand on accélère fort, braqué à fond, ce qui est normal pour une propulsion. Alors là, la route est un petit peu recouverte de feuilles. Je pile un bon coup. Allez, j'accélère. Donc vous voyez, si on accélère trop fort sur sol glissant, et vous pouvez carrément perdre complètement l'adhérence. Et vu que j'étais un peu paumé dans mes rapports, j'ai eu du mal à repartir. Mais j'ai pas non plus totalement perdu le contrôle, je me suis pas retrouvé en travers. Donc vous voyez que faut vraiment attaquer très fort pour se retrouver dans des situations dangereuses en fait. C'est une voiture que j'ai depuis maintenant un peu plus de 6 mois. J'ai roulé sur tout type de route. J'ai fait environ 15 000 km avec. J'ai jamais eu le moindre problème. J'ai fait tout l'entretien moi-même. J'ai changé les bougies, j'ai changé le filtre à huile, j'ai fait la vidange. Et tout est facilement accessible. Le fait que le moteur soit à l'arrière n'est pas du tout un problème pour la mécanique de base. C'est un moteur en plus qui est avec une chaîne de distribution. Donc, à part faire vérifier la chaîne une fois tous les, je sais même plus combien, mais c'est un intervalle assez large, eh bien vous n'avez quasiment rien qui nécessiterait une intervention très coûteuse sur la voiture. Allez, on fait un petit tour sur l'autoroute. Donc là, je suis en 4e, j'accélère un peu et on va se retrouver très vite à 110. Voilà, je peux passer la 5 et même la 6. Et maintenant, je cruise. Stabilisé en 6e à 110, je suis exactement à 2750 tours. Pour conclure sur cette Toyota MR de 2005, c'est un véhicule qui est relativement méconnu, qui a une cote faible actuellement. Donc si vous cherchez un coupé cabriolet, pas forcément hyper performant, mais qui est fun à l'usage, ça peut être un bon choix. Si vous espérez faire des runs ou jouer à celui qui a la plus grosse avec cette voiture, c'est clairement foutu. Vous allez perdre directement. Si vous cherchez quelque chose de pratique, clairement, fuyez cette voiture. Et que dire d'autre? Actuellement, elle est un peu dans le creux de la vague niveau tarif, donc ça peut être un bon plan. Est-ce que sa cote va augmenter dans les années à venir? J'en ai franchement aucune idée. Et même, je dirais que ça m'étonnerait. Donc vous l'aurez compris, c'est une machine atypique qu'on aime pour sa disposition moteur en centrale arrière, pour son look et aussi pour son côté vraiment fun. C'est un jouet en fait, plus qu'une véritable voiture utilisable au quotidien. Si vous avez des questions concernant cette Toyota MR Spider de 2005, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Si, comme moi, vous possédez cette voiture ou si vous l'avez possédée, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Pourquoi vous l'avez encore? Pourquoi vous l'avez revendue?
quels sont les avantages, les inconvénients de ce véhicule. C'est toujours très intéressant d'avoir votre avis. Merci encore d'avoir regardé ce test jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut et pensez à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Il ne me reste plus qu'à vous faire un grand V et à vous dire à bientôt.